Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Game of Thrones. Et pour contextualiser ma découverte de Game of Thrones, il faut savoir qu'entre 2010 et 2013, pour des raisons personnelles et professionnelles, je ne suivais plus trop la fantasy. C'est vraiment en novembre 2013, lorsque je lance mon projet d'écrire mes propres livres de fantasy, que je me replonge dans ces univers. Et à cette époque-là, il y a une série qui a énormément de succès et qui fait beaucoup de bruit. Je parle évidemment de Game of Thrones. Donc, après avoir vu que Boromir était sur l'affiche de la première saison, je n'hésite pas, j'achète les 3 saisons d'un coup en DVD et je les regarde. Et je suis estomaqué par la qualité. Et je me plonge directement dans les écrits de George Martin. Une petite anecdote qui me fait beaucoup sourire, c'est lorsque des proches lisent mes livres. Alors, ils ne suivent pas du tout la fantasy, ils ne lisent jamais de fantasy, ils lisent seulement parce que c'est moi. Et vu qu'ils connaissent Game of Thrones, ils voient beaucoup de similitudes entre mes œuvres et Game of Thrones. Par exemple, quand mes contrées du Nord sont un désert glacial, beaucoup vont voir une similitude avec Game of Thrones et me demander si je me suis inspiré de Game of Thrones pour cela. Ce à quoi j'aime leur répondre, non, je me suis inspiré de Northrend de World of Warcraft ou du Freyhorn de Runeterra. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que pour tout écrivain de fantasy qui vit dans l'hémisphère nord, tes contrées glaciales vont toujours être au nord, comme tes déserts vont toujours être au sud. Par contre, ce qui était très drôle, c'est que après avoir découvert Game of Thrones quelques mois après avoir commencé d'écrire, j'ai découvert le mur de glace. Alors il faut savoir que dans mon livre, il y a une chaîne de montagnes qui sépare mes contrées du nord en 2 parties. D'où la similitude avec Game of Thrones. Et pour vous dire que quand j'ai vu ce mur de glace, je me suis pris un chaos technique d'imagination. Ça m'a permis de pas trop m'enflammer et de remarquer qu'entre l'écrivain amateur que j'étais et ce qui va être quand même un des plus grands écrivains de fantasy, t'as encore de la marge. Mais je suis un bon perdant et je savais que cette imagination allait annoncer quand même une série et des livres d'une extrême qualité. Le succès de la série Game of Thrones vient surtout de ses intrigues politiques et du fait que, en tant que série, c'est pertinent à suivre, ce qui n'est pas le cas vraiment pour d'autres séries de fantasy médiévale. Mais une chose qui est souvent mise en avant par beaucoup de fans de Game of Thrones, avec laquelle je ne suis pas vraiment d'accord, c'est de complimenter Game of Thrones, pour le coup à juste titre, sur la richesse de ses personnages, la complexité de ses personnages. Mais on entend souvent que Game of Thrones refuse d'être dans le manichéisme qu'il peut avoir dans la fantasy, ce à quoi je ne suis pas d'accord. Dans la fantasy, on a des personnages clichés, des personnages héroïques, qui vont avoir absolument toutes les caractéristiques des héros de fantasy. Dans Game of Thrones, ils existent. Les Robb Stark, Ned Stark, Jon Snow ou même Daenerys. Ce sont des personnages qui, dans leur comportement, dans leur action, répondent à tous les critères d'un héros de fantasy cliché. En contrepartie, le mal absolu qui veut juste détruire le monde, il existe aussi. Ce sont les marcheurs blancs. Ce qui rend Game of Thrones fascinant, c'est la manière dont George Martin l'écrit. Nous avons des héros à Westeros, nous avons une menace qui plane sur l'ensemble du pays. Néanmoins, ce que dit George Martin, c'est que lui, ce qu'il veut, c'est faire de la fantasy réaliste. C'est-à-dire que face à une menace qui va condamner tous les peuples de Westeros, ils ne vont pas se rallier derrière la bannière d'un des héros, mais ils vont chacun vouloir s'enrichir. Ils vont chacun avoir leur propre agenda. It's the family name that lives on. It's all that lives on. Mais pour critiquer un peu la série, même si je trouve que l'idée initiale d'en faire une série et pas un film était pertinente pour suivre des intrigues politiques, le problème, c'est que, vous savez que je suis pas un grand fan des changements de rythme, et Game of Thrones a quand même pas mal changé de rythme. Si on peut considérer les 4 premières saisons comme vraiment l'âge d'or de Game of Thrones, d'un côté, c'est le moment où il y a tout le conflit autour des 5 rois, qui est le moment où on rentre dans ce monde, où on est émerveillé par l'univers de Westeros, peut-être plus terrifié que émerveillé, mais c'est là où on va vraiment découvrir l'univers. S'ensuit les saisons 5 et 6 qui ont un rythme un peu plus lent. Je trouve que certaines intrigues, comme Arya à Braavos, Daenerys à Meereen, ou même toute l'histoire de Port-Réal sont quand même des histoires assez longues. On aurait pu raccourcir. Et la saison 7 et la saison 8, qui ont été beaucoup critiquées, vont avoir un rythme hyper précipité. C'est un peu comme si tu faisais un marathon, que pendant les 4 premières saisons, tu cours parfaitement, après tu marches pendant 2 saisons pour te taper le sprint de ta life sur les 2 dernières saisons. Pour moi, le problème que vont avoir la saison 7 et 8, et c'est pour ça qu'elle a été beaucoup critiquée par les fans, c'est qu'elle s'éloigne finalement de la structure même de Game of Thrones et ce qui a fait le succès de Game of Thrones à l'écran. Et là, je différencie vraiment la série des livres. Pourquoi ? Lorsque tu es dans une série, tu as besoin que tous tes personnages et ton histoire convergent vers un même point. C'est pour ça qu'on va avoir beaucoup d'intrigues qui sont présentes dans les livres qui ne vont plus être présentes. On va essayer de simplifier, on va essayer de garder autour des mêmes acteurs. C'est pour ça que des personnages comme Bronn dans la série vont être beaucoup plus présents et que des histoires par contre comme Dorne vont être beaucoup plus sacrifiées. Dans les livres, tout est divergent, surtout dans un livre de George Martin. C'est-à-dire que peu importe le nombre de morts qu'il y a, et pourtant il y en a beaucoup des morts dans Game of Thrones, tu vas toujours avoir autant de personnages, tu vas toujours avoir autant d'enjeux politiques. C'est pour ça que même si vous avez été déçus par les saisons 7 et 8,
je pense qu'à la sortie des prochains livres, il ne faut pas vous inquiéter, vous aurez beaucoup d'intrigues politiques à apprécier. Mais le problème de la saison 7 et la saison 8, tu n'as plus assez d'intrigues politiques, tu n'as plus assez de personnages pour créer ce qui a fait le succès de ta série, et surtout, tu es un peu obligé pour finaliser tes œuvres de faire une œuvre de fantasy, on va dire, un peu plus classique. Et c'est là où Game of Thrones va un peu pêcher. Si je vous donne des exemples, les 2 exemples qu'on va voir, tout le plan de la saison 7 qui est quand même pas terrible, parce que même si j'adore Jaime Lannister, tu perds un dragon qui précipite l'arrivée des marcheurs blancs pour gagner un Jaime Lannister. C'est à peu près ça ce que tu as fait finalement dans la saison 7. Et la deuxième scène dont je voulais vous parler, c'est la scène où on voit beaucoup de nos héros, Brienne, Jaime, être complètement ensevelis sous des morts vivants pendant la bataille de Winterfell. Ces 2 moments-là, je les trouve étranges, non pas parce que ce serait choquant dans une œuvre de fantasy, mais parce que Game of Thrones nous a habitués à quelque chose de plus réaliste, qui ne va justement pas se perdre dans ces clichés qui sont tout à fait acceptables dans des séries de fantasy qui se veulent plus féeriques. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, lorsque Legolas prend un bouclier et l'utilise comme surf pour dégainer des flèches à tout bout de champ, ça ne choque pas trop les gens. Il y en a qui peuvent apprécier, il y en a qui peuvent ne pas apprécier, mais Game of Thrones nous a habitués à beaucoup plus de réalisme. Donc, voir une scène où tu vois, comme de par hasard, que tes 3 héros dans la bataille de Winterfell, ensevelis sous des milliers de morts vivants, mais contre toute attente, ils survivent, voir Jon Snow faire un 1v1 contre un dragon alors que c'est complètement perdu d'avance, ça ne colle pas avec le rythme réaliste, avec l'ambiance réaliste que vous avez mis dans cette œuvre de fantasy. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de décalage. La saison 7 et 8 ont été écrits et réalisés comme une œuvre de fantasy beaucoup plus classique. Et c'est ce décalage qui va un peu choquer et perturber les gens. Mais on va rentrer dans le cœur du sujet, dans tout ce que vous attendez, c'est-à-dire une critique de la saison 8, une saison qui a été extrêmement critiquée et qui a déçu énormément de fans. Alors je vais être clair avec vous, pour moi la saison 8 a qu'un seul défaut. Tout le reste, c'est obsolète. La saison 7, qui est pourtant pas très cohérente, c'est un détail. La saison 8, pour moi, il y a un défaut qui va détruire tout l'univers de Game of Thrones. C'est pour vous dire, tout l'univers de Game of Thrones. Donc vous allez me dire, oui, mais il y a ceci, à gauche, à droite. Rien. Si je parle d'unique défaut, c'est pas parce que je considère qu'il n'y en a pas d'autres. Il y a beaucoup d'erreurs de réalisation, beaucoup d'erreurs de cohérence. Mais à côté de cet énorme défaut qui vient quand même détruire toute la série, qui vient détruire toute la saison 7 et la saison 8, pour moi, tous les petits défauts qu'il y a dans la saison 8, c'est un peu comme se plaindre d'ampoules sur une jambe que tu viens d'amputer. C'est chiant les ampoules, mais t'as plus de jambes. Ça sert à rien de te plaindre. Le problème que j'ai avec la série de Game of Thrones, c'est que Daenerys bat Cersei en 3 minutes. Et pour vous expliquer pourquoi cette erreur-là me scandalise et me déprime au plus haut point, je vais revenir sur des propos qu'a tenus Stan Lee. Et Stan Lee, c'est celui qui a créé Marvel, et il s'énervait souvent, il disait qu'il y avait des questions que les fans lui posaient qui l'énervaient. C'était lorsqu'on lui demandait qui gagne entre Captain America et Iron Man, qui gagne entre Thor et Hulk, qui gagne entre Wolverine et Cyclope. Toutes ces questions-là, ça l'énervait. Et la réponse qu'il donnait tout le temps, qui est une réponse que je trouve géniale, c'était celui qui va gagner, c'est celui qui doit gagner pour faire avancer l'histoire. Et c'est ça qui est pertinent. Quand on est spectateur, on a cette envie de voir qui est le plus fort, qui est le plus intelligent, qui est le plus costaud. C'est des choses de spectateur. Quand tu crées une histoire, les conflits, les oppositions, ça raconte quelque chose. Ça te permet de conclure ton histoire ou de raconter une histoire. Aujourd'hui, c'est acté. On a tous vu la série, on a tous imprimé ce qui s'est passé. C'est acté que dans notre référentiel, un dragon, c'est meilleur que 10 000 balistas. C'est acté que un dragon suffit à détruire toute l'armée de Cersei. C'est acté que toute personne derrière une arbalète biglouchait. C'est acté que la compagnie d'or, c'est des putains de figurants. Tout ça maintenant, c'est acté. Ils nous l'ont montré, ils nous l'ont adapté, donc c'est ancré à jamais. Mais ça n'avait pas à l'être. Daenerys ne doit jamais gagner en 3 minutes. Et pour comprendre pourquoi ça me dérange autant, je vais vous expliquer sur en fait l'interprétation que j'ai de l'histoire de Daenerys. L'histoire de Daenerys, la tragédie de Daenerys, c'est exactement la tragédie qui a été réservée à toute personne héroïque qui arrive sur le continent de Westeros. Westeros, c'est une société qui déteste les héros. C'est ce qu'a écrit toujours George Martin. Être héroïque, c'est bien, c'est sympa, c'est valorisé, mais dans Westeros, ça ne réussit jamais. Et pour Daenerys, c'est pas différent. Quand Daenerys arrive, c'est acté par tout le monde qu'elle peut vaincre Cersei. Elle arrive avec 3 dragons et 5 armées. Cersei a qu'une seule armée. Mais ce que veut faire Daenerys, elle veut le faire héroïquement. Pas de perte civile et en conquérant le cœur de son peuple. Et la tragédie de Daenerys va s'appuyer là-dessus. Daenerys aurait pu prendre la couronne dès son arrivée, mais elle veut le faire de manière héroïque. Cersei en profite pour se renforcer.
Ensuite, la menace des marcheurs blancs menace tout Westeros. Daenerys fait l'action héroïque et va protéger tout le peuple de Westeros pendant que Cersei se renforce. Et lors de ce dernier conflit qui oppose Daenerys à Cersei, Daenerys s'est affaiblie, Cersei s'est renforcée et le rapport de force est maintenant égal. Le combat entre Daenerys et Cersei non seulement ne doit pas se dérouler en 3 minutes, mais surtout Daenerys doit le perdre. Son dragon qui meurt un peu pour rien dans la saison 8, il doit mourir pendant le combat. Elle doit voir que son armée est en train de perdre. Elle doit voir qu'en ayant fait tout ce qui était héroïque, Cersei en étant la pire reine possible, elle doit comprendre qu'elle va perdre. Son dragon doit mourir dans la dernière bataille, ses armées doivent être en difficulté pour que Daenerys décide d'utiliser son dragon en détruisant la ville. Et c'est pour moi quelque chose qui, même si tu mets du contexte, même si tu mets une justification, ça n'enlève pas que ce que fait Daenerys, c'est horrible. Ça n'empêche pas que pour gagner contre Cersei, Daenerys a dû sacrifier ce qu'elle était, une héroïne, pour devenir une tyran. Et donc pourquoi le fait que ça dure 3 minutes, ça détruit tout l'univers? Parce que toute l'histoire de Daenerys que je vous ai racontée, elle n'a aucun sens, elle n'a aucune crédibilité, elle n'a aucun poids. Quand mathématiquement, tu réalises que s'il lui a fallu 3 minutes pour gagner contre Cersei à la fin de la saison 8, quand elle pose son premier pied à Westeros à la saison 7, il lui faut 20 secondes pour vaincre Cersei. 20 secondes. C'est pas une question d'être héroïque, c'est pas une question d'être là pour le peuple. C'est juste, t'as 20 secondes pour tuer ton ennemi et prendre sa couronne, bah tu le fais. Lorsque tu dois rallier les peuples de Westeros pour combattre les marcheurs blancs, bon, peut-être c'est pas en 20 secondes, peut-être à ce moment-là c'est en 1 minute 30, mais tu prends 1 minute 30 de ta journée pour aller vaincre Cersei, vu que ça te prend que ce temps-là de la détruire, pour après rallier les peuples de Westeros et combattre les marcheurs blancs. Tu ne fais pas un plan qui n'a complètement aucun sens pour avoir une trêve avec un ennemi que tu balayes en 1 minute 30. Ça n'a aucun sens. Et c'est ça qui est problématique. Le problème, c'est que toute la cohérence de la saison 7, de l'histoire de Daenerys, tombe à l'eau au moment où le combat est aussi court. Et ça me déprime. Honnêtement, ça me déprime, mais à un point monstrueux. Et vous savez pourquoi ça me déprime autant? Parce que j'adore la fin de Game of Thrones. Je trouve que le destin de Daenerys, c'est du génie. Je trouve que la fin de Jon Snow, c'est la meilleure fin qui puisse exister. Et je trouve que Bran est un très bon roi pour conclure la saga. Et pour expliquer ça, il va falloir qu'on sorte finalement de la saison 8. Parce que la saison 8, elle a été mal réalisée. Au moment où la bataille de 3 minutes existe, ton univers n'a plus aucun sens. Mais si on se concentre seulement sur l'histoire avec un grand H, on oublie la série, on oublie la réalisation, on essaye de se projeter dans les œuvres de George Martin. Alors, étant donné que les œuvres ne sont pas terminées, et je vais faire seulement des suppositions et des hypothèses, bah c'est possible que je dise que de la merde. Mais l'avantage qu'on a, c'est que si les livres un jour sortent pour contredire tout ce que j'ai dit là à l'instant, au moins on sera content que les livres soient sortis. Gagnant-gagnant. Donc, pour comprendre pourquoi j'adore autant cette fin, il y a 3 choses à prendre en compte. La première, c'est à quel point cette fin répond à la cohérence totale de George Martin. Westeros, c'est un monde où l'héroïsme est puni, où l'héroïsme n'est pas récompensé comme elle l'est dans toutes les œuvres de fantasy. Aragorn est un grand roi, a du charisme, un leadership, et toutes les contrées de la Terre du Milieu se rallient derrière lui pour combattre Sauron. Dans la fantasy, c'est King of the North, King in the North, mais bon, si tu prends une décision politique qui nous plaît pas, je me fais la malle, je vais autre part. Je trouve que la série ne met pas du tout en avantage les Nordiques, mais en général, l'héroïsme est toujours puni dans Game of Thrones. Et dans l'histoire de Daenerys et de Jon Snow, c'est pareil. Daenerys, à Essos, est une héros. À Essos, on comprend l'héroïsme, qui se bat contre l'esclavage et pour la liberté. Chez les Sauvageons, au nord du mur, on récompense l'héroïsme. On récompense les gens qui se battent pour la vie, contre la mort. À Westeros, c'est chacun pour soi. C'est je planifie tout pour les bénéfices de ma maison et j'emmerde les autres. C'est un peu comme ça que ça fonctionne. Et donc, le destin de Jon Snow et de Daenerys, c'est quelque chose qui me semble cohérent. Et pour cause, et on va faire ça plutôt sur une analyse sociétale, il y a quelque chose qui a été développé par un psychologue qui s'appelle Winnicott, qui disait que la plupart des détresses psychologiques étaient dues à un décalage ou une inadéquation avec la société. Et c'est exactement ce qu'on peut voir dans Game of Thrones, que ce soit Daenerys ou que ce soit Jon Snow, ils sont en décalage avec la société de Westeros. Parce que la vérité pour la société de Westeros, c'est que Tywin, c'était le roi qui méritait. Cersei, c'était la reine qui méritait. Jon Snow et Daenerys sont des héros que Westeros ne mérite pas. Et tout ce mépris, ce rejet que la société de Westeros a constamment exhibé à Jon Snow, que ce soit quand il était un bâtard, que ce soit quand c'était un membre de la garde de la nuit, ou à Daenerys, bah, elle a une conséquence sur ces personnages. Et c'est une conséquence que je trouve assez pertinente parce que lorsque tu es rejeté par une société, lorsque tu es en inadéquation avec une société, si tu n'arrives pas à faire de compromis, si tu n'arrives pas à te rabibocher, tu as vraiment
deux solutions. Et les deux solutions qu'on trouve souvent, c'est la radicalisation ou l'isolement. Et c'est exactement ces deux patterns que vont suivre nos personnages. Et le fait que Jon Snow finisse sa vie avec les Sauvageons, les seuls qui ont cru comme lui jusqu'au bout que le combat de Westeros c'était la vie contre la mort, que Jon Snow finisse avec une société qu'il a toujours acceptée pour ce qu'il était, je trouve que c'est une incroyable fin pour un personnage qui a été exceptionnel pendant toute la série. Pour Daenerys, c'est beaucoup plus tragique parce qu'elle va se radicaliser à devenir finalement le tyran qu'elle voulait combattre. Et ce qui est tragique pour Daenerys, c'est qu'à Essos, elle était acceptée comme l'héroïne qu'elle était. Et quand tu vois le destin du personnage, c'est assez logique quand tu vois à quel point elle a été conditionnée, d'abord par son frère, puis par elle-même, pour se dire que le trône de Westeros devait lui revenir. Et c'est une phrase qu'elle nous dit dans la saison 7 qui est assez pertinente, où tout ce qu'elle a vécu, tout ce qu'elle a enduré, tout ce qu'elle a accompli, elle l'a fait parce que la motivation qui la nourrissait, c'était qu'un jour, elle finirait sur le trône de Westeros. Et c'est ça qui est triste avec Daenerys, parce que même si ça a été la motivation qui l'a portée toute sa vie, c'était un destin qu'elle n'aurait jamais pu avoir. Et que le destin qu'on aurait dû lui souhaiter, là où elle aurait été la plus incroyable et la plus épanouie, c'est en tant que reine d'Essos. Westeros était la société dans laquelle elle n'aurait jamais pu être reine, et vu qu'elle n'a pu diriger, elle l'a réduit en cendres. Pour Bran, ça va être une opinion qui va être beaucoup plus personnelle, qui va être quelque chose où je vais me projeter finalement en tant qu'écrivain de fantasy. Et je pense qu'il faut comprendre, c'est que quand tu écris des livres depuis si longtemps, que ce soit George Martin ou même pour ma part, tes œuvres existent tout le temps, elles avancent tout le temps. C'est pour ça que c'est dur de s'arrêter, c'est pour ça que tu as toujours des tonnes et des tonnes de tomes et que ça s'arrête jamais. C'est parce que ton histoire, ta société, elle évolue, elle continue. Et je pense que à part mettre Bran en roi, il n'y avait pas vraiment de solution où la corruption, où le jeu de pouvoir s'arrêtait. Et je pense que George Martin s'en était un peu conscient. Et je pense réellement que dans ses livres, Bran sera roi de Westeros à la fin. Parce que d'une part, Bran, dans les livres, c'est un personnage beaucoup plus central. Parce que beaucoup de son voyage est spirituel, et c'est sûr qu'en livre, c'est quand même plus passionnant que dans la série où c'est moins captivant. Et surtout, bon, admettons, ça va être compliqué, mais on est sur une chaîne de fantasy. Admettons qu'en France, on ait en ce moment des problèmes politiques. Admettons. Est-ce que ce serait pas idéal d'avoir comme représentant un homme comme Bran, qui n'a pas d'intérêt politique particulier, un roi qui est omniscient, c'est-à-dire qui a une vision sur le quotidien et les difficultés de chacun de ses sujets, et un roi, surtout, qui peut s'enrichir d'absolument tout ce qui s'est passé dans le passé. C'est pas un hasard si la seule chose qu'a fait Bran dans la saison 7 et 8, c'est quand même de dénoncer et de piéger au Littlefinger, qui est celui qui a quand même déclenché tout le bordel sur Westeros. Donc Bran, c'est la solution, c'est celui, comme dit Tyrion, qui va briser la roue de domination qui existe à Westeros. Mais le problème que j'ai avec ça, et le problème que j'ai, encore une fois, là je vais revenir sur la série, c'est que ça a été mal amené. Et là où je dis que ça a été mal amené, c'est que Game of Thrones a été réputé pour ses moments chocs. Et j'ai l'impression que dans la saison 7 et la saison 8, toute l'écriture, toute la structure de la série a pour but de te choquer. C'est-à-dire qu'on ne te prépare pas à ce que Bran soit roi. Tout ce que te dit Bran, c'est à quel point il ne peut pas être seigneur de Winterfell, à quel point il est déconnecté. On te montre en plus un Bran qui est quand même une absence totale d'empathie. La scène qu'il a avec Sansa, elle est quand même hyper flippante. Bran est censé être la corneille à trois yeux, donc quelqu'un qui est supposément sage. Mais vu que l'acteur est jeune, t'as l'impression qu'il ne savait pas lui donner quelle consigne. Et on a un Bran qui est juste antipathique. Quand je dis antipathique, c'est qu'il n'a quasiment plus d'émotion. Il n'a plus d'empathie. Donc on a un Bran qui est juste un peu bizarre. Et quand on l'annonce en roi, bah c'est sûr que c'est un choc. Mais je pense que c'est le meilleur choix, même si j'adore la punchline du Game of Thrones, c'est un peu comme si à la fin du Seigneur des Anneaux, c'est Frodon qui est roi du Gondor. Je trouve cette punchline très drôle. Mais pour moi, Bran, c'est un bon roi pour la fin de Game of Thrones. Mais la manière dont ça a été amené, il y a eu trop d'efforts pour te montrer que Bran était le bon choix pour rien, en fait. Et c'est un peu ce que je reproche. Parce que, en fin de compte, Game of Thrones, et c'est un peu ce qu'on peut retrouver, par exemple, dans Star Wars, l'épisode 7, avec, par exemple, les parents de Rey, on sait que Star Wars c'est connu pour je suis ton père, c'est ta sœur, voici ton cousin. C'est comme ça que Star Wars a été hyper connu et devenu légendaire. Donc quelqu'un va développer un épisode 7 de Star Wars sur Disney et il se dit on a un personnage, c'est Rey, première chose, il faut que ses parents soient un mystère. Bon, pas forcément, t'es pas obligé d'écrire comme ça, mais vu que c'est Star Wars, ça va être une grande influence qui ne devrait jamais être une influence quand tu écris un texte ou quand tu écris un scénario. Et dans Game of Thrones, c'est pareil, on a voulu choquer parce que c'est ce qui a rendu Game of Thrones connu, mais tous les chocs qu'on a connus dans Game of Thrones auparavant, ils étaient cohérents, alors que là, c'est plutôt des chocs qui sont malhonnêtes. Les grands moments de Game of Thrones, c'est le Red Wedding, mais on a quand même vu le bras droit de Robb négocier avec Jaime Lannister 2 épisodes avant. C'est la mort d'Oberyn, mais c'est assez compréhensible quand
on connaît la personnalité, le comportement d'Oberyn, ou même la mort de Jon Snow, où on a vu quand même la désatisfaction de la garde de la nuit, ou encore la décapitation de Ned Stark, mais on sait que d'une part, Geoffrey était complètement fou, et d'une autre part que c'était quand même un personnage joué par Sean Ben, donc c'était cohérent à chaque fois. On s'y attendait. Ça nous a choqué parce qu'en fantasy, on ne tue pas les héros principaux, mais c'était cohérent avec l'histoire. Dans la saison 8, c'est quelque chose où on a décidé de ne mettre aucune piste, on a décidé de ne pas préparer, de faire le choc le plus violent possible. Le problème, c'est que si tu prépares pas tes spectateurs à ça, ils sont pas contents. Et c'est quelque chose dans mes livres, j'ai de temps en temps des amis qui viennent me voir quand je fais un retournement de situation et qui me narguent « Ah, je l'avais vu venir, j'ai gagné ». Bon, bravo déjà. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans mes premiers écrits, j'avais fait un retournement de situation où c'était impossible au lecteur de le deviner. Ce qu'il faut savoir, c'est quand tu écris un scénario, quand tu écris un livre, tu contrôles toutes les informations que vous avez. Dès qu'il y a un retournement de situation, si vous avez trouvé des indices qui vous ont préparé à ça, c'est laissé consciemment. Parce que c'est extrêmement simple de contrôler toutes les informations et de faire un événement hyper choc. Le problème, c'est que c'est hyper mal vécu par les lecteurs ou par les spectateurs, parce que c'est un peu du foutage de gueule, c'est un peu malhonnête. Si tu me répètes pendant 2 saisons que Bran est incapable d'être roi de quoi que ce soit et qu'à la fin tu dis en fait le Game of Thrones c'est Bran qui a gagné, t'es en mode bon, pas très honnête, tu vois. Alors évidemment, tout ce que je vous explique là et tout ce que je vous ai dit là, c'est vraiment mon interprétation et c'est même un peu ma propre création pour essayer d'avoir une fin acceptable à une des plus grandes séries de fantasy qui ait toujours existé. Mais c'est aussi ce qu'on peut voir, c'est que une série, finalement, même si je vends de temps en temps le cinéma, de temps en temps je suis un peu plus difficile, ce n'est qu'une adaptation. En fait, il y a une histoire avec un grand H, il y a une histoire qui peut prendre le sens que tu veux. Je vais vous donner un exemple sur d'autres projections. Pourquoi j'adore autant la fin de Jon Snow ? Parce que je fais énormément de parallèles. Moi, ça m'a toujours énormément étonné et surpris que les gens veulent que Jon Snow soit roi de Westeros. On parle de Jon Snow. Il a été bâtard pendant, dans la série ils sont plus vieux, donc il a été bâtard pendant toute son adolescence à Westeros. Il a rejoint des gardes de la nuit qui étaient moqués, méprisés par le peuple de Westeros, qui sont morts dans l'indifférence, et l'autre moitié de ses propres frères l'ont condamné pour les choix les plus héroïques, les plus logiques et les plus pertinents qui soient. Alors c'est sûr que moi c'est plus refuser un CDI pour devenir écrivain, et c'est vrai que être roi de Westeros ça pèse peut-être plus qu'un simple CDI, et surtout que roi de Westeros c'est plutôt un CDD mais que tu peux pas renouveler parce que souvent c'est le dernier CD de ta vie, mais de voir Jon Snow qui va vivre dans une vie certes plus isolée mais qui est plus en phase avec ses valeurs, c'est quelque chose qui me réjouit plus de le voir forcé à devenir roi ou de faire un métier qui ne lui correspond pas. Là, c'est full projection. Mais c'est quand même la richesse des œuvres de fantasy, c'est la richesse du monde de George Martin. Alors évidemment, je suis impatient à l'idée qu'il finisse ses livres, mais c'est quand même une super bonne histoire. Et même si la saison 8 a complètement saccagé la réalisation, même si ça reste des bons moments, ça reste un bon spectacle, faut juste pas être fan de cohérence. La force, c'est que tu peux créer ta propre conception de ces œuvres, parce que c'est une histoire avant tout. Et cette histoire, tu peux te l'approprier et en créer ton propre sens. Et j'espère que pour certaines personnes qui ont vraiment fait un gros blocage sur la saison 8, cette opinion vous permet de un peu vous repositionner par rapport à votre conception de la série. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Moi, je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous. Ciao. I'm cold inside, give all I have just to feel alive. I fight to live, I fight to strive. One day I'll have what I want.